Bonjour à tous, déjà plusieurs choses, j'ai une moustache, un bouc et un orgelet. Voilà, mais ce n'est pas ce qui compte, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire. Ça fait longtemps qu'on s'est pas posé tous ensemble pour retracer la biographie d'une légende de la musique. Et celle d'aujourd'hui est particulièrement intéressante. Nous avons tous des rêves. Certains plus faciles à réaliser que d'autres, mais imaginez que votre rêve est de devenir la plus grande star de cette planète. Imaginez maintenant que dans l'époque à laquelle vous vous trouvez, être une star, c'est se plier à tout un tas de règles et de principes qui ne concordent pas avec votre personnalité. Et en plus de ça, vous êtes une femme, avec un talent artistique jugé moyen par la plupart des gens du milieu, et que ce même milieu est majoritairement rempli d'hommes aux pensées machistes. Les chances de voir ce rêve s'accomplir sont quasiment nulles. Très peu de personnes auraient quand même la motivation de se lancer dans cette aventure avec ces conditions. Mais l'artiste dont on va parler aujourd'hui a complètement déjoué les probabilités et a même réussi à changer la donne. Comment devenir une star planétaire dans un monde qui ne te comprend pas? C'est le défi d'une vie, c'est le défi de Madonna. Reine de la pop, Madonna. Du phénomène Madonna. Avant de démarrer cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par Oli. Oli, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes qu'on peut voir comme une alternative au soda. Et ça, c'est mieux pour tout le monde. Ça se présente comme tel, sous forme de shaker, de petits sachets à rajouter dans ton eau, et même maintenant, ils ont des gourdes thermos, et donc, c'est pratique comme tout. Il y a tout un tas de saveurs différentes, après je connais pas vos goûts, mais moi par exemple, l'Ice Tea pêche thé noir me régale, c'est l'un des meilleurs. On nous promet quelque chose de sain avec Oli. Sans sucre, bon pour la planète, et sans taurine sur les produits énergisants. Moi perso, j'adore la promesse, mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça nécessite évidemment beaucoup moins d'emballage que si tu bois des canettes par exemple, là où un pot équivaut à 50 canettes. Pas de sucre, pas de taurine, mais de la caféine cristallisée à la place pour un réel effet à long terme, colorant naturel, des antioxydants, de multiples vitamines, et même plus simplement l'hydratation au sens large, est l'une des choses les plus importantes, donc essayons de savoir ce qu'on met dans notre corps. Si vous voulez découvrir cette alternative, il existe des packs découvertes directement sur leur site, c'est-à-dire des petits box avec plein d'échantillons pour trouver ce que tu vas vraiment aimer ou pas. Et figurez-vous que je n'ai pas un code pour vous, mais deux. Pour les nouveaux qui souhaitent découvrir et qui pourraient faire leur toute première commande, avec le code SEB5, vous aurez 5 € de réduction sur la première commande. Et pour ceux qui ont déjà pu essayer, j'ai quand même un truc pour vous avec le code SEB, vous aurez 10% sur toutes les autres commandes. Le lien est dans la description, merci à eux de soutenir la chaîne. Et sur ce, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, place à l'introduction. Madonna Louise Ciccone est née le 16 août 1958 à Bay City, située dans l'état du Michigan. Ses grands-parents paternels sont issus de l'immigration italienne et ses grands-parents maternels sont quant à eux issus du Canada français. Madonna a du sang québécois dans les veines, petite info pour mes amis qui regardent du Québec. Elle possède donc le nom de son père et le prénom de sa mère. Et malheureusement, c'est la seule chose qu'elle gardera d'elle. En 1963, seulement 5 ans après sa naissance, Madonna va perdre sa mère des suites d'un cancer. 3 années plus tard, le père de Madonna, Silvio Ciccone, va se marier avec la gouvernante de la famille, Johann Gustafsson. Et cette union va alors perturber la très jeune Madonna, qui va commencer à se rebeller contre son père. Et on peut interpréter que ce sera le premier événement qui va créer les tensions entre le père et sa fille. Madonna va fréquenter plusieurs écoles catholiques de Détroit, dans lesquelles elle obtiendra de très bonnes notes, mais se fera surtout remarquer par son comportement non conventionnel pour une jeune fille de l'époque. Dans l'une de ses biographies, elle se déclara comme une fille solitaire qui cherchait quelque chose. Je n'étais pas rebelle, mais j'ai étudié et j'ai eu de bonnes notes. Je voulais être quelqu'un. Et Madonna, très jeune, était sans cesse en train de danser, faire des roues. Elle a même, dès son plus jeune âge, adopté des attitudes provocatrices, en soulevant par exemple sa jupe pour montrer ses sous-vêtements aux autres. On peut comprendre que dans un cursus scolaire religieux, c'est pas les comportements que t'as l'habitude de voir. Mais c'est juste le préquel d'une personnalité qui, vous allez voir, va perdurer tout le long de sa carrière. En parlant de carrière, tout commence avec des cours de piano classiques. Mais c'est pas ce qui passionne Madonna. C'est sympa le piano, mais 5 minutes. Madonna, elle a capté c'est quoi son truc, c'est la danse. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à convaincre son père de l'inscrire à des cours de ballet. Elle va s'épanouir dans cette nouvelle activité, et son professeur de danse, Christopher Flynn, va la persuader de persévérer dans la discipline, et c'est ce qu'elle va faire durant son lycée, où elle sera cheerleader. Mais après 2 ans d'études supérieures, Madonna, elle veut autre chose. Elle a ce truc où elle se sent
très différente des autres et elle est persuadée qu'elle peut devenir une star de la danse. Elle décide alors d'abandonner ses études et le Michigan pour s'installer à New York, à 20 ans, avec seulement $35 en poche. On dirait le début d'une histoire cliché des entrepreneurs du web, mais là pour le coup, c'est vrai. À tout ça, évidemment, c'est très conflictuel avec son père, il s'oppose carrément à cette décision et il décide carrément de couper toute aide financière envers sa propre fille. Elle va vite trouver du travail dans un restaurant de donuts et enchaîner les prestations avec des troupes de danseurs. Elle gagne alors peu d'argent et a du mal à se nourrir. Peut-être elle mange des donuts. En fait, à cette période, elle est tellement dans la galère qu'elle va vivre illégalement dans un tout petit studio de New York pendant un certain temps. Et par chance, Camille Barbone habite dans le même immeuble qu'elle squatte. Et Camille, c'est pas simplement sa voisine, elle est aussi directrice d'une toute petite maison de disques. Par la force des choses, Camille et Madonna vont sympathiser. Elles vont tisser des liens, voilà, elles s'entendent bien, petit kiff. Et paf, c'est comme ça que Camille va devenir le tout premier agent de Madonna et va la prendre sous son aile. Ok, Madonna, elle a un plan. Je vous rappelle qu'elle veut être une star à tout prix. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle enchaîne plein de petits boulots et tout l'argent qu'elle gagne, elle le réinvestit dans ce en quoi elle croit. Elle réinvestit pas n'importe où, dans des cours de danse, chez une chorégraphe très connue, Martha Graham. Cette femme apprécie les qualités de danseuse de la jeune Madonna et elle est intriguée par sa personnalité atypique et surtout elle voit qu'elle a la dalle. À cette époque, Madonna est très mystérieuse. Elle change d'identité, de look très souvent et du coup Martha lui donne le surnom de Madame X. Ce surnom va marquer Madonna et en fera référence plus tard dans sa carrière, mais il est trop tôt pour vous raconter cette anecdote. Même si cette vie est dure, c'est cette vie qui lui correspond. Elle se nourrit de sa passion et ça lui va bien comme ça. Malheureusement, New York n'est pas une ville très sûre à la fin des années 70. La première année où elle est arrivée, des individus l'avaient braquée avec une arme à feu. Quelques mois plus tard, son appartement est cambriolé à plusieurs reprises et comme si ce n'était pas suffisant, un soir, alors qu'elle rentrait d'une répétition, 2 hommes l'ont menacée avec un couteau et l'ont violée sur le toit d'un immeuble. Cet événement aurait pu et a raison traumatiser Madonna et la pousser sur une autre voie, c'est-à-dire retourner avec sa famille dans le Michigan, reprendre les études et avoir peur du monde de la nuit. Mais non. Elle a pris conscience de la gravité de la situation, mais elle a considéré ça comme un avant-goût de faiblesse et plus généralement de l'abus que font certains hommes envers les femmes. Mais ça ne va pas dégrader sa motivation ni sa passion pour la danse. Elle va donc persister, s'ouvrir à d'autres arts et va même connaître un tournant dans sa carrière. Madonna a sacrifié énormément de choses pour perfectionner sa danse et pour obtenir d'autres opportunités, et ça va très vite payer. Après quelques auditions pour apparaître comme danseuse aux côtés d'artistes connus, elle va notamment être auditionnée par un des artistes les plus en vogue à cette époque. Il est français, c'est un périgourdin, comme moi, une gigastar du disco, messieurs dames, Patrick Hernandez. Bref, du coup, vu que la vie c'est marrant, elle passe une audition pour danser avec Patoche. Mais Patrick Hernandez ne cherche pas forcément des danseuses, mais plus des choristes. Et Madonna, elle refuse de chanter pendant l'audition. Elle pensait venir pour un casting de danse, elle était pas là pour pousser la chansonnette. Au final, de fil en aiguille, elle va se prêter au jeu et elle va interpréter Jingle Bells, la chanson de Noël. Bon, j'imagine que ça devait pas être la prestation de l'année, mais ça a suffi pour que Patrick Hernandez flaire quand même que, putain, il y a du potentiel. Alors c'est pas ça, mais c'est pas mal. On dirait que je raconte n'importe quoi. Patrick Hernandez, Jingle Bells, Madonna. Eh bien sachez-le, Patrick Hernandez, il va l'embaucher. Et il va l'embaucher en danseuse suppléante. Parce qu'il a jugé qu'elle avait trop de personnalité pour juste être une danseuse parmi les danseuses. Elle va donc suivre la tournée de Patrick Hernandez en voyageant à Paris, en Tunisie, et finalement, elle se sent pas à sa place. L'ambiance Périgord, c'est pas son d'elle. Elle conçoit très bien que Patrick Hernandez est une star du disco en devenir. Mais elle comprend surtout qu'à ses côtés, elle avait plus de chances de devenir elle-même une star en devenant chanteuse plutôt qu'en continuant les auditions de danse. Elle s'est mangée une réalité qui est que t'es plus une star si tu chantes que si tu danses. On dit ça, on dit rien. Du coup, Madonna, elle est persuadée qu'une immense carrière l'attend. Donc elle se motive, etc. Mais elle se dit, je pense que j'ai une grande carrière, mais pas à Paris. Non, là c'est pas ouf ici. Elle décide donc de rompre son contrat, de faire ses valises et de retourner à New York. Pour l'anecdote, elle a laissé toutes ses valises en France, elle est vraiment juste rentrée. Elle a vraiment une personnalité genre... En fait, c'est dans ces mini détails que tu captes l'énergie de la meuf. Tu sais, sur un coup de tête, elle se dit « Ah, pas ici en fait ». Et elle laisse tout. Nous sommes en 1979, Madonna a alors 21 ans, et elle tombe amoureuse de Dan Gilroy, un musicien amateur avec qui elle va former son premier groupe, le Breakfast Club. C'est clairement un groupe de rock où l'on entend Madonna alterner entre la batterie, la guitare, mais c'est aussi la première fois qu'on l'entend chanter. En parallèle de tout ça, Madonna se fait repérer lors de ses castings qu'elle passe et elle obtient un petit rôle dans un film low budget, mais quand même, c'est son premier rôle d'actrice. Et si je vous raconte ça, c'est parce que ça plante juste la graine que, tiens, ça c'est un truc qui va lui plaire aussi, Madonna. Elle se dit, putain, c'est pas mal ça, acteur. Madonna va finalement quitter son groupe assez rapidement et intégrer un autre groupe de rock, Emmys and the Emmys.
va finalement décider de commencer une carrière solo. Elle est indécise, mais en fait, on sent que c'est les débuts de carrière où elle teste plein de choses. Du coup, Madonna, bon, elle aime chanter, elle veut être une star, et elle aime le monde de la nuit. C'est une clubeuse. Elle est là, elle fait la fête, elle en a rien à foutre. Et du coup, ce qu'elle va faire, on est dans les années 70, n'oubliez pas, c'est qu'elle va sillonner les clubs de New York avec ses premières maquettes pour essayer de se faire diffuser en mode tu peux jouer ma musique s'il te plaît, à la mano quoi, à l'ancienne, pur et dur au culot. Et les amis, ça va mordre. Au bout de l'hameçon, Mark Cummins, un mec qui est DJ au Dansteria, va s'intéresser à sa musique et ils deviendront amis, voire plus, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse dans l'immédiat. Cummins voit énormément de potentiel en Madonna. Il va donc faire jouer ses relations pour que la future reine de la pop rencontre un bon label. Et le Mark, il a le bras long et il lui présente Seymour Stein, le président de Sire Records, une filiale de Warner Bros Records, soit une des plus grosses maisons de disques. Madonna va sortir de cette première réunion avec un contrat qui comprend 3 singles et une option pour un album. Et oui, la vie c'est facile quand tu rencontres des gens qui ont le bras long. La morale pas de ouf, mais bon. C'est comme ça. Une fois ce contrat en poche, Madonna va se séparer de son agent, Camille Barbone. Vous savez, sa voisine. Malheureusement, elle qui avait tout fait pour accroître sa popularité, se retrouve jetée dès que Madonna trouve une nouvelle opportunité. Camille se sent trahie, elle aura du mal à se remettre de cette fin de collaboration, et quand on voit la suite de la carrière de Madonna, on ne peut que comprendre sa déception. Elle est juste venue me voir un beau matin pour me dire qu'on devait revoir notre collaboration parce qu'elle avait rencontré des gens dans le business. Et que ces gens-là avaient beaucoup plus de pouvoir que moi. Mais ça, je ne pouvais pas l'accepter. Après voilà, c'est une façon de faire, il y a plein de gens qui peuvent trouver ça déloyal, etc. Mais s'il n'y a pas la bonne opportunité, elle y va pas. En tout cas, ça y est, la carrière solo de Madonna peut démarrer, elle a un contrat, c'est ouf. Elle a maintenant l'intention de proposer quelque chose d'innovant dans sa musique. Mais pas que. Elle va s'entourer d'une styliste française résidant à New York, Marie-Paul, qui va avoir un rôle essentiel dans la suite de sa carrière. Il est temps pour elle de se donner à 200% et de montrer qu'elle peut être la star qu'elle est convaincue de devenir. En 1982, son tout premier single est publié, Everybody. Madonna l'interprète au Dansteria, puis à la télévision en 83. Cette même année, les 2 autres singles prévus dans le contrat sont rendus publics. À travers ces 3 premiers titres, on ressent déjà la patte Madonna. Malgré la chute du phénomène disco et des sons de club, elle prend le parti d'axer sa musique sur des rythmes rapides, avec des sonorités similaires à ce qui se faisait en club à l'époque. Mais ce qui fait la particularité de sa musique, c'est cette union entre une interprétation très pop sur des rythmes très entraînants. On dirait que je raconte une banalité, mais faut se rendre compte que c'était pas si évident que ça à cette époque-là. Sortir 3 titres, c'est bien. Elle a rempli sa part du contrat, elle commence à connaître une petite renommée dans les petits clubs américains, mais Madonna, elle vise tellement plus grand. Elle veut devenir une star. Elle veut le haut du panier, tu vois. Elle va poursuivre ce qu'elle a appris à faire de mieux, promouvoir ses musiques en club. Elle va donc aller pousser son travail en Europe, dans les boîtes de nuit, cette fois-ci londoniennes. C'est d'ailleurs à cette période que Madonna et le peintre Jean-Michel Basquiat vont avoir une relation amoureuse. On sait aujourd'hui qu'à ce moment-là, il a cerné directement son talent, et même si à l'époque c'était encore personne, il croit énormément en elle, et n'a aucun doute sur le fait qu'elle va devenir quelqu'un d'important. Et ses 3 premiers singles là-bas fonctionnent plutôt bien, c'est même très prometteur. C'est donc en toute logique que son label va activer l'option concernant son premier album. Madonna retourne au studio et se met à redoubler d'exigences. Et là, on est en juillet 1983 et il est temps que son premier album éponyme, qui s'appelle Madonna du coup, sorte. On s'arrête 2 minutes sur cette musique. Il faut savoir que de base, elle a été écrite et composée par un groupe, Pure Energy, qui a essayé de vendre ce titre à plusieurs artistes, mais personne ne semblait intéressé. Le groupe en a parlé à John Benitez, le DJ résident d'une des plus grandes boîtes de nuit new-yorkaises, et Madonna, qui à ce moment-là était en relation avec le DJ, a juste flashé sur la musique et s'est proposé d'en être l'interprète. Et je sais pas si c'est de la coïncidence ou quoi, mais ça appuie juste mes propos que j'ai depuis le début, où c'est une meuf qui provoque sa chance, elle s'en fout, elle veut un truc, elle fait tout pour l'obtenir. Et si elle a le bon flair, généralement ça marche très bien. Et Holiday, c'est très bien. Sans suspense, son premier album est un énorme succès et dépasse même les frontières. Il entre dans le top 10 des charts en Australie, en Croatie, aux Pays-Bas, en France, en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne. Bref, Madonna n'est plus une no-name. Sa singularité musicale et son style vestimentaire intriguent le monde. Pour l'époque, Madonna, c'est juste un ovni, elle intrigue tout le monde, c'est évident que ça pète. Elle définit des codes, une espèce de recette, de plein de choses qui font que tu peux pas ne pas parler d'elle. Ça t'intrigue à minima sur un point. Et là maintenant, faut prendre du recul, dans l'histoire que je vous raconte, il s'est passé
passé 4 ans entre le moment où elle arrive à New York et là. En l'espace de 4 ans, elle est devenue une star. Mais elle veut un peu plus que ça. Être star, bon voilà, elle veut... Mais alors comment passer du rang de star à icône? Eh bien la réponse n'est pas si compliquée, il suffisait juste qu'elle sorte son deuxième album. Et c'est donc en 1984 que celui-ci est rendu public. Messieurs dames, place à l'un de ses plus grands classiques, Like a Virgin. Le titre, Like a Virgin, va donner une autre dimension à la carrière de Madonna. Cette chanson, écrite et composée par Billy Steinberg et Tom Kelly, raconte comment une personne s'est extirpée d'une relation amoureuse compliquée pour finalement se retrouver dans une relation saine et joyeuse. Elle met en lumière le sentiment de renaissance, de renouveau, comme s'il était vierge. La démo de Like a Virgin est arrivée aux oreilles de Madonna. Et évidemment, elle a trouvé que l'idée était géniale, elle veut faire ce qu'elle veut quand elle le décide, quitte à choquer les auditeurs. Et c'est clairement ce qu'elle va faire pendant sa prestation de Like a Virgin durant les MTV Music Awards de 1984. Madonna va arriver sur scène en tenue de mariée, avec sa mythique ceinture Boy Toy, et livrer une performance live très sensuelle pour l'époque, voire même érotique. Suite à ça, des polémiques vont naître, notamment du côté de l'Amérique conservatrice qui voit la chanson comme un moyen de promotion aux relations sexuelles avant le mariage et qui porterait atteinte aux valeurs familiales. Pour vous situer dans l'époque de quoi on parle, etc., le clip de Thriller, il est même pas encore sorti, pour que vous vous rendiez compte de quand est-ce que tout ça se passe. Mais Madonna, voilà, elle calcule pas les polémiques. Elle en a rien à foutre. Et vous savez quoi? Elle sait exactement ce qu'elle fait. Parce qu'elle a toujours cherché à enfreindre les règles et les principes avec lesquels elle n'était pas en accord. T'es pas content, c'est pareil. À cette époque, dans l'industrie de la musique, une femme artiste se devait d'être pudique et n'avait pas la main sur le contrôle de son image. Quand Madonna sort Like a Virgin, elle révolutionne cette pensée. Elle ne fait attention à aucun code et n'a aucune gêne à revendiquer un côté sexy et surtout qu'on la sexualise. Au contraire, elle s'en sert comme personne ne l'avait jamais fait avant elle. Si on doit parler d'une autre musique issue de cet album, Material Girl a beaucoup contribué aussi au succès de son album. Outre le clip qui est une référence à l'une de ses idoles, Marilyn Monroe dans la comédie musicale Les hommes préfèrent les blondes, ce qui va étonner le public, c'est les paroles de cette musique. Material Girl sonne un peu comme un hymne au michto, où Madonna exprime clairement que si un homme ne l'entretient pas, ça ne l'intéresse pas. Et au final, il y a une double lecture possible, soit c'est une critique de la mentalité des années 80, ou alors c'est une vénalité totalement assumée, et c'est ce petit flou qui fait que c'est parfait et ça marche bien. Et faut que vous vous rendiez compte de l'époque à laquelle elle fait ça. Aujourd'hui, c'est d'un banal. À cette époque-là, c'est un truc de fou. C'est d'ailleurs sur le tournage de ce clip que Madonna rencontre pour la première fois Sean Penn, un acteur américain très en vogue à l'époque. On laisse cette anecdote de côté, elle va avoir une importance un tout petit peu plus tard. Dans tous les cas, ses choix font parler et vont avoir un énorme rôle dans sa quête du succès. Grâce à ce projet, Madonna va même devenir la première femme à vendre plus de 5 millions d'albums aux États-Unis. Est-ce qu'on se rend compte? C'est seulement son deuxième album de sa carrière qui a commencé avant-hier. Madonna confirme, elle était devenue une star, elle se place un petit peu plus au rang d'icône parce que c'était pas de la chance. Elle s'affirme et elle confirme son succès. Sa musique est écoutée dans beaucoup de pays et son impact se ressent au-delà de sa musique. Quand on regarde le style dans les années 80, ce n'est pas Madonna qui est à la mode, non, la mode c'est Madonna. Toutes les femmes et même les artistes en concurrence avec elle sur le plan musical abordent son look avec des coiffures très volumineuses, des vestes en cuir, énormément d'accessoires, etc. Cyndi Lauper par exemple, en 1981, elle ressemblait à ça. Et après le raz-de-marée Madonna, elle a complètement changé d'apparence. C'est réel, Madonna, c'était l'influence numéro 1. Elle a défini tous les codes féminins de ce qu'une artiste pop peut être. T'aimes pas, tu vas rien faire de plus de cette info parce que c'est un fact. 1985, en parallèle de tout ça, Madonna va avoir son premier rôle dans un film majeur, Vision Quest. Dans ce film, elle apparaît dans une scène pour chanter Crazy for You et Gambler, deux extraits inédits. La hype est tellement importante autour de Madonna que certains pays comme le Royaume-Uni ou l'Australie vont renommer le film Crazy for You dans le but de capitaliser sur le nom de la jeune artiste. Bon, déjà c'est abusé, c'est un peu triste pour le film, mais bon, ça donne un bon indicateur de la popularité de la meuf à ce moment-là. Et vous allez voir qu'elle est en train de mettre au point une espèce de recette où elle fait des films, elle va dans un film, elle fait la BO. Si la BO est numéro 1, le film est numéro 1. Fin de la règle. Cette même année, elle apparaît également dans la comédie Desperately Seeking Susan, où elle y joue un rôle secondaire. Mais ce n'est pas tout, elle va sortir un nouveau classique, parce qu'on ne l'arrête tout simplement plus.
très gros succès pour ce titre, il devient son premier single classé numéro 1 au Royaume-Uni. Bref, Madonna est intouchable, tout ce qu'elle entreprend, elle le réussit. Mais il y a aussi des événements qui sont pas forcément contrôlables, et ça Madonna, elle va vite s'en rendre compte. On est toujours en 1985 et Madonna va entamer sa toute première tournée, le Like a Virgin Tour. Tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où elle apprend que le magazine Penthouse et Playboy viennent de publier des photos d'elle, nue. Ces photos datent de 1978, l'année où Madonna est arrivée sur New York et où elle enchaînait les petits boulots pour se faire de l'argent. Ces shootings photos étaient l'une de ses sources de revenus. Évidemment, la publication de ces photos provoque une espèce de tollé médiatique. Mais vous savez quoi, ça va pas du tout perturber Madonna, même au contraire. Elle n'a en aucun cas prononcé des excuses ni le moindre regret. Faut juste se rendre compte que c'est la première meuf qui dit « y a pas de mauvais buzz, tu parles de moi et je vais capitaliser dessus ». Et tiens, qui revoilà, durant ce même été, Madonna officialise son union avec Sean Penn. Ils se marient très rapidement. Ce mariage devait rester privé. Les proches qui ont été invités à ce mariage ont reçu d'ailleurs l'invitation le matin même pour avoir le lieu de réception, etc. Tu reçois le message à 8h du mat. Au fait, à 15h, je me marie. Malgré ça, près d'une dizaine d'hélicoptères ont débarqué de nulle part pour saisir quelques photos du mariage entre ces deux jeunes cracks. Cette relation et cet amour ont énormément inspiré Madonna, et l'année d'après, elle est prête à sortir son 3e album qu'elle dédie à son mari. Son 3e album est beaucoup plus introverti et plus axé sur sa vision de l'amour, et ça s'appellera True Blue. Cet album a juste dominé les charts dans 28 pays à travers le monde. Aucune chanteuse n'avait réussi à faire ça avant elle. Il est l'album le plus vendu de la carrière de Madonna, avec plus de 25 millions d'exemplaires vendus. Il est même rentré au Guinness Book en 1992 comme étant l'album d'une artiste féminine le plus vendu de tous les temps. Après 3 albums, Madonna est une artiste incontournable, et ce à tel point qu'elle est devenue une icône pour la jeunesse, mais aussi la chanteuse la plus vendue de l'histoire. Elle a juste fini le jeu en l'espace de 4 ans. Son objectif est atteint, elle est devenue la star qu'elle a toujours rêvé d'être. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'elle maintienne ce statut pour s'assurer qu'elle n'est pas juste un phénomène éphémère, et donc il est temps pour elle de se diversifier et d'élargir son champ des possibles. Durant les 2 années qui suivent, Madonna entame sa première tournée mondiale. Une tournée mondiale qui d'ailleurs battra le record d'affluence pour un concert féminin, soit 130 000 spectateurs le 30 août 87 à Paris. D'ailleurs, petite anecdote, pendant ce concert, Madonna a jeté sa culotte dans le public, et la rumeur prétend que cette culotte aurait atterri sur Jacques, le Premier ministre de l'époque, Monsieur Chirac. À cette époque, Madonna se positionne déjà comme étant très engagée dans la lutte contre le sida. L'entièreté des bénéfices de cet immense concert reviendra à l'association de Lynn Renault qui défend cette cause. En parallèle, Madonna entretient sa carrière d'actrice en apparaissant dans 2 films, Who's That Girl et Shanghai Sunrise. Dans ce dernier, elle aura l'occasion de jouer aux côtés de son mari, et ce fut peut-être d'ailleurs les derniers moments de bonheur qu'ils ont pu passer ensemble. Sean Penn apparaissait souvent comme quelqu'un de très impulsif, voire violent. Durant leur relation, l'acteur s'en est pris physiquement à plusieurs paparazzi et a même fini par séjourner en prison. Un soir de décembre 1988, la police reçoit un appel et se rend au domicile des 2 stars. Ils vont y trouver Madonna, qui est enfermée dans sa voiture et qui est à peine reconnaissable tant son visage est tuméfié. Sean Penn va donc être interrogé et rapidement libéré car Madonna ne déposera pas de plainte contre lui. Alors, on sait pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là, mais plusieurs théories vont naître. Madonna aurait été ligotée à une chaise pendant près de 8 heures et violentée à plusieurs reprises. Certains parlent même de viol et de blessures provoquées par une batte de baseball. Et Madonna n'est jamais revenue avec des précisions sur cet événement. Elle déclarera plus tard « Sean ne m'a jamais frappé, attaché ou attaqué d'aucune façon. Dire l'inverse est scandaleux, mal intentionné, irréfléchi et surtout faux. » Donc on sait pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cet événement va marquer la fin de leur union. Madonna va demander le divorce, etc. Mais elle va pas oublier Sean Penn pour autant. Fin de la parenthèse. Revenons à la musique, nous sommes en 89 et Madonna s'apprête à sortir son 4e album, Like a Prayer.
Le titre, Like a Prayer, fut le premier single de cet album, mais aussi un énorme hit. Et comme à chaque fois, qui dit hit de Madonna dit nouveau scandale. De base, ce titre devait être lancé à travers une collaboration avec Pepsi, où le clip était présenté en avant-première dans une de leurs pubs. Mais cette publicité ne sera pas diffusée cette année-là, car le clip regorge de références à la Bible, des stigmates, des croix, une chapelle, des croix brûlées. Elle va aussi faire apparaître une représentation de Saint Martin de Porres, un saint à la peau noire symbolisant la justice sociale. Dans la suite du clip, on y voit un groupe d'individus en train d'agresser une femme, un homme noir s'interpose et la police arrive, c'est lui qui est directement mis derrière les barreaux, voilà. Avec toutes ces scènes pleines de références, elle cherche à créer une remise en question de la société et d'ouvrir les esprits. Mais ce n'est pas ce qu'il va se produire. Le Vatican va condamner cette vidéo. Et de fil en aiguille, plusieurs groupes religieux vont même la qualifier de sataniste. Et donc de fil en aiguille, appeler à un boycott. Lors de sa tournée Blonde Ambition en 90, Madonna va interpréter un show qui ne va clairement pas faire l'unanimité. Alors outre les nombreux symboles religieux, c'est la chorégraphie de Like a Virgin qui va provoquer le plus de réactions. Madonna interprète cette musique dans un lit, simulant une... Bon, vous avez compris. Puis elle est rejointe par ses danseurs qui lui caressent le corps et simulent une petite masturbation des familles. Et évidemment, les réactions ne se font pas attendre. À Moscou, par exemple, des religieux vont manifester contre son concert et iront même jusqu'à brûler des photos d'elle. Genre à ce moment-là, Madonna, c'est le diable. Au Canada, les autorités vont se rendre à ses concerts pour intervenir et mettre fin au show. Si jamais Madonna se masturbe ou imite un acte sexuel durant le concert, spoiler, elle va rien changer du tout et aucun policier n'a interféré en ça. Vient alors son concert à Rome, sur la terre du pape, qui avait condamné son clip il y a de ça quelques mois. Jean-Paul II invite évidemment ses fidèles à ne pas se rendre à son concert, mais dès son arrivée à l'aéroport, Madonna va tenir un discours entrecoupé par des sifflets et des insultes. Elle va citer la Bible, celui qui n'a commis aucun péché lance la première pierre. Et c'est ainsi qu'elle provoque le pape sur son propre rinté. Le concert de Madonna à Rome sera maintenu malgré tout, et à ce moment-là, la reine de la pop vient juste de gagner un bras de fer politique contre le pape. Je sais pas si on se rend compte et si je fais bien de m'arrêter là-dessus, mais symboliquement, c'est quelque chose de fort, tu vois. Le tout premier documentaire de Madonna, In Bed with Madonna, raconte les coulisses de cette tournée. On en apprend beaucoup plus sur la personnalité de la star, on ressent son lien presque maternel avec ses danseurs, mais surtout son côté sulfureux, provocateur, très exigeant et même impulsif, quitte à parfois être à la limite de l'irrespect dans sa façon de s'exprimer. Dans ce documentaire, on y voit Madonna aussi se recueillir sur la tombe de sa mère pour la toute première fois de sa vie. Et le souci, c'est qu'elle fait ça devant une caméra. Son frère Christopher va être présent lors de cette scène et va considérer ce comportement comme beaucoup trop exagéré. Il lui reproche d'avoir utilisé le décès de sa mère comme un moyen de créer de la compassion auprès du public. Après cet événement, ils vont s'éloigner tous les deux, et plus tard il sortira un livre, Life with My Sister Madonna, sans lui demander son accord. Ouais. Il y a une drôle d'ambiance dans la famille. Bref, après tout ça, bon voilà, on commence à comprendre, ça commence à devenir une routine, il y a une espèce de schéma qui se dessine. Elle va continuer de jouer dans des films. Je pense notamment à Dick Tracy qui finira au box-office américain, et comme à chaque fois elle figure dans un film, des singles inédits vont apparaître dans la BO. Nous sommes toujours en 1990, le temps n'a pas avancé et Madonna va sortir sa toute première compilation. Parce qu'on peut l'oublier de temps en temps, mais dans l'industrie du disque, la compilation, c'est tout un business. Et c'est souvent très intéressant. Sa compile, The Immaculate Collection, deviendra juste la compile la plus vendue de l'histoire pour un artiste solo. Et d'ailleurs, vous l'aurez compris, Immaculate Collection, c'est encore un jeu de mots en rapport avec la Bible. On commence à la connaître à force. Alors même si c'est une compile, on a quand même le droit à 2 petits morceaux bonus. Ce qui va se passer avec ce morceau, c'est qu'elle va pousser encore un petit peu plus loin la provocation dans ce clip, où c'est clairement une scène érotique, homo et hétérosexuelle, avec des apparitions de pratiques BDSM. Il est jugé trop sexuellement explicite par des chaînes de diffusion de clips comme MTV, qui vont le censurer à l'époque. Mais il en faut bien plus pour impacter Madonna. N'oublions pas qu'elle a juste roulé sur toutes les années 80, entre scandales, mariages ultra médiatisés, influenceuses, icônes de mode, que des hits. Ces petits scandales à droite à gauche, ça nourrit juste le monstre, et ça n'empêche pas à Madonna d'évoluer. Et donc c'est en toute logique que le magazine Rolling Stone va la nommer comme l'artiste la plus influente de la décennie. Voilà, une affaire durement menée. Alors on rappelle que le rêve de Madonna était de devenir célèbre. Tout simplement. Maintenant qu'elle l'est, qu'elle rentre dans sa trentaine, elle a un nouvel objectif, et c'est de le rester. On est en 1992, tout va bien pour elle, etc. Elle continue sa carrière d'actrice. Elle va jouer dans un nouveau film, A League of Their Own, et comme à son habitude, produire la BO du film avec ce son.
Le film atteint la première place du box-office et la musique, la première place du classement Billboard. C'est juste devenu sa recette. Elle joue dans un film, elle fait la BO, le film numéro 1, le son numéro 1. Elle règne juste sur l'industrie du divertissement. C'est très insolent. Et puis la vie continue. En avril, Madonna va fonder sa propre société de divertissement, Maverick, composée d'une maison de disques et d'édition, d'une société de production cinématographique, de télédiffusion, ainsi que des divisions associées aux éditions de livres et de marchandises. Elle est à un moment de sa carrière où elle a juste envie d'élargir toutes ses propositions artistiques. Parce qu'elle se dit peut-être que c'est ça la solution pour devenir incontournable de chez incontournable. C'est quand le jeu devient ton jeu. Il va falloir que je sois sur tous les terrains. Cette société est une collaboration avec Warner Media, une multinationale très bien placée dans ce domaine. Ce groupe va lui verser une avance de 60 millions de dollars et lui accorder 20% de redevance sur ses droits musicaux. C'est juste énorme. À l'époque, seulement 2 artistes ont atteint ce taux de redevance, elle et Michael Jackson. Encore une affaire durement menée. Et encore la même année, parce que la meuf s'arrête juste pas, 5e album, Erotica. Mais pour la première fois de sa carrière, après une sortie d'album, sa musique ne déclenche pas de drama. Bon, ok, mis à part le clip Erotica qui sera censuré dans plusieurs pays, aucune polémique concernant sa musique précédera cet album. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y en aura pas. C'est vraiment Miss Drama, quoi. Maintenant qu'elle a mis ses billes dans les éditions de livres et tout, machin nana, elle a eu une astuce, marketing malin. Elle sort un livre en même temps que Erotica. Sex. C'est le titre du livre. Et à votre avis, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Oui. On la voit venir, la polémique. Le sexbook de Madonna, bon là, ça va être très censuré, mais est composé d'images sexuellement provocantes et explicites. Souvenez-vous qu'au début de sa carrière, des photos d'elle nue avaient fuité dans des magazines. Aujourd'hui, alors qu'elle a plus de notoriété que jamais, c'est elle-même qui divulgue volontairement ses photos. Et ça, je trouve que ça caractérise bien un trait de la personnalité de Madonna. Maintenant, c'est juste elle qui commande. Et même si elle cherche à provoquer le public, etc., et qu'elle sait que ça a fait réagir, je pense que derrière ça, vu le deal qu'elle vient de faire avec Warner, elle cherche aussi un petit peu à imposer sa vision et d'envoyer le même message du « c'est moi qui commande, j'ai quand même les rênes du truc ». Parce que quand on fouille, évidemment que Warner Media, ils étaient pas forcément pour ce projet, ils ont dû juste l'assumer, parce que c'est comme ça, c'est pas toi qui commande. Vous vous doutez bien que personne n'a validé le fait qu'elle soit en tenue BDSM sur un autel au-dessus d'une croix, ou d'avoir un chien explicitement entre ses cuisses, ou bien de simuler faire caca dans une gamelle. Voilà, personne n'avait validé ça. En seulement quelques jours, Madonna va écouler plus de 1,5 million d'exemplaires vendus. Parce qu'en fait, dans l'album photo, il y avait le CD. Ce livre coûtait $50 à sa sortie. Je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup d'argent en très peu de temps. Par contre, la sortie du livre a complètement éclipsé son dernier album. Toute l'attention était ailleurs. Donc, mis à part son premier projet, Erotica, c'est juste le premier album de Madonna à ne jamais avoir atteint le top du classement Billboard aux États-Unis. Voilà, on peut pas tout avoir, même si elle s'en sort quand même très bien. Alors, côté cœur, on va notamment la voir aux côtés de Tupac. Oui, elle a eu une relation avec Tupac. Tu le savais pas, maintenant tu le sais. Mais c'est aussi à cette période que Madonna va afficher sa bisexualité en totale décomplexion et avoir des relations avec des femmes. Puis voilà, elle fait son petit bonhomme de chemin. L'année d'après, elle retourne dans un film où il y a des scènes BDSM. Donc, elle continue de cultiver un petit peu son côté sulfureux, on va dire. Et en fait, depuis le temps que Madonna repousse les limites, elle n'a jamais vraiment eu de problème ou de conséquences à tout ça. À chaque fois qu'elle a eu à pousser les limites du conventionnel, on l'a pas arrêtée, quoi. Donc pourquoi elle arrêterait ? Malheureusement pour elle, sa nouvelle tournée qu'elle prépare va provoquer encore un peu plus. Et là, pour une fois, ça va impacter sa carrière. The Girly Show est un spectacle de 2 heures, et en vrai de vrai, c'est une performance de fou. Des dizaines de costumes différents, des dizaines de danseurs, un orchestre, une scénographie, des chorégraphies à chaque putain de son. Tout était parfait. Jusqu'au jour où elle effectue son concert à Porto Rico. Et là, on sait pas vraiment ce qui lui est passé par la tête, mais elle va attraper le drapeau portoricain et le frotter d'avant en arrière entre ses jambes. Évidemment, le public était dans l'incompréhension et se sont indignés face à ce geste. Donc Madonna, elle s'est retrouvée à nouveau dans la sauce. Quelques mois après les événements, du coup, elle a invité au Late Show de David Letterman. Et voilà, elle aurait pu faire profil bas, calmer le jeu, avoir une prise de parole, s'excuser, etc. Mais les gars, c'est Madonna en fait. Durant l'interview, elle n'a pas arrêté d'être grossière et provocatrice. La chaîne a même dû censurer plusieurs passages. Mais ce qui a fait le plus parler, c'est le moment où Madonna a offert son sous-vêtement à l'animateur en lui demandant de le sentir plusieurs fois. Bon là, si on est honnête, en l'espace d'une année, on a le sexbook, le film explicite, elle se frotte les drapeaux sur la
Et à la télé, elle se rattrape même pas, et elle fait même pire. D'ailleurs, si vous êtes curieux, l'interview de Letterman, elle est sur YouTube. Je sais pas comment l'expliquer, mais depuis les années 90, c'est fou à quel point il y avait une espèce de liberté de ton. Regardez-là, ne serait-ce que pour la culture. Bref, avec l'enchaînement de fou qu'elle est en train de faire là, les gens pensent qu'elle est allée vraiment trop loin, et que ça sent la fin de carrière quand même. Et c'est un peu vrai. Madonna ne sait plus où elle va, et sa cote de popularité baisse de jour en jour. Elle va donc prendre son temps, et commencer à préparer la sortie de son 6e album studio, Bedtime Stories. Ce projet diffère totalement de ses albums précédents. Les mélodies sont douces, plus R&B que pop, et les paroles beaucoup moins trash. Il est clair que Madonna a voulu atténuer son image provocatrice, son public le ressent, et il apprécie le changement. L'album connaîtra plus de succès que le précédent, notamment grâce à Take a Bow, qui se classe à la première place du classement Billboard pendant 7 semaines. Et malgré tout ce qu'on s'est dit, c'est juste la première fois qu'un single de Madonna perdure aussi longtemps à la tête du classement américain, et tout ça sans aucun drama à l'horizon. Suite à ça, on sent qu'elle est dans une reconstruction, etc., qu'elle a un peu dépassé les bornes à plusieurs reprises, donc elle prend son temps. Petite pause, elle sort même des ballades. It's just too sad. You don't want me no more. You think that I can never laugh again. Mis à part le fait qu'on l'accuse de faire l'apologie de la corrida dans son clip, on sent réellement que Madonna a l'intention de changer radicalement de direction artistique. Et quand je parle de direction artistique, c'est même en dehors de la musique. Par exemple, à cette période, elle va parrainer plusieurs expositions d'art, dont une dédiée à Basquiat, son ancien compagnon, et l'une des premières personnes à avoir cru en elle. Pardon, je fais une petite parenthèse, mais quand on prend du recul, cette meuf, elle est autant sortie avec Basquiat, Tupac, Sean Penn, Denise Rodman, Guy Ritchie, Brahim Zeibat. C'est trop bizarre, elle a connu toutes les époques. Bref, fermons cette parenthèse, on est en 96, très belle année. Et Madonna, dans sa petite routine habituelle, va entamer cette fois-ci le tournage de l'un des films les plus importants de sa carrière. Pour une fois, Madonna n'est pas sélectionnée pour sa plastique, son côté provocateur ou sa notoriété. Elle va incarner l'une des femmes les plus influentes de l'histoire politique argentine, Eva Perón. Le film, Evita, est une comédie musicale racontant la vie de cette femme. Madonna a donc un rôle majeur dans un film historique mêlant chant et danse. C'est juste le rôle de sa vie. Encore aujourd'hui, dans des interviews, elle considère que c'est la chose dont elle est le plus fière dans sa carrière. Pendant le tournage, Madonna va être malade à plusieurs reprises. Le rôle qu'elle incarne est très éprouvant et requiert un intense effort émotionnel. Tellement intense que ça a influé sur son état de santé. Elle continue malgré tout le tournage, persiste encore et encore, mais Madonna se sent de plus en plus faible et décide de se rendre chez un médecin pour faire une prise de sang. Et le verdict tombe, Madonna est enceinte. Le 14 octobre 96, elle met au monde une fille du nom de Lourdes. Et par conséquent, elle devient maman pour la première fois de sa vie. Et là, les bonnes nouvelles vont s'enchaîner. En décembre de cette même année, Evita est enfin diffusée au cinéma et les critiques sont sans appel. Tout le monde félicite la performance de Madonna, et ce pour la première fois de sa carrière d'actrice. Pour ce rôle, elle ira même jusqu'à obtenir le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical. Une super année. Elle jongle parfaitement entre les scandales et les succès. Elle a 38 ans, elle est toujours un petit peu plus au top. On savait même pas qu'il y avait encore des choses à gratter. Elle a un enfant. On peut dire tout simplement à ce moment-là qu'elle atteint encore un autre palier dans sa carrière, en se réinventant et musicalement et artistiquement plus globalement. On est en 1998 et Madonna a continué d'entretenir son changement d'image et dévoile un 7e album, Ray of Light. Avec cet album, Madonna va explorer de nouveaux styles musicaux qui sont très en vogue dans les années 90, je parle de la rave et l'électro. Mais avec le producteur William Orbit, ils vont y ajouter la petite patte pop de Madonna et une sonorité proche du rock britannique. Et ce mélange va créer un album absolument unique et totalement différent de ce que Madonna a pu faire auparavant. La reine de la pop atteint à nouveau la sphère du top 10 des charts, et ça dans plusieurs pays à travers le monde. Elle obtiendra également 4 Grammy Awards, dont celui du meilleur album pop et du meilleur enregistrement danse. Mais, ça nous avait presque manqué. Une polémique. Toc toc toc, oui bonjour, c'est une petite polémique, voilà. Ça va alimenter la commercialisation de son projet et nuire évidemment à l'image de Madonna. Peu de temps avant la sortie de cet album, elle s'est revendiquée publiquement comme étant une adepte de la Kabbale. La Kabbale, c'est un groupe
entretenant une tradition mystique issue du judaïsme dans la recherche de la connaissance directe et intime au-delà de l'intellect. Oui, ça a l'air très compliqué dit comme ça, mais je vous jure que tu peux pas résumer autrement que comme ça. En gros, ce qui va être mal vu, c'est que la Kabbale, c'est vu par beaucoup d'occidentaux comme une énorme secte. Ce nouvel album reflète son changement de perception spirituelle et se ressent dans les sonorités et même dans ses clips où elle porte le bracelet rouge, symbole d'appartenance à ce groupe. Avec ça, une partie des auditeurs vont voir cet album comme un outil de propagande. C'est vrai qu'on n'avait pas eu la secte dans les scandales jusqu'à maintenant. C'est une autre petite case cochée, voilà, Madonna. Dites-vous que Madonna va rester fidèle à ce groupe pendant près de 15 ans. Elle ira même jusqu'à faire des dons qui s'élèvent à près de 18 millions de dollars. Et, sinon c'est pas drôle évidemment, la majorité de cette somme a été détournée par le mouvement. C'est une putain de secte. Voilà, c'est tout. Donc autant vous dire que c'est un petit peu difficile de croire que c'était une organisation ultra saine après ça. Bref, revenons à l'histoire de Madonna. Avec son 7ème album, la reine de la pop va créer une organisation caritative du même nom, Ray of Light Foundation. Sa mission principale est de promouvoir la paix, l'égalité des droits, l'éducation et l'autonomisation des femmes. Madonna a vraiment lissé son image et cette fondation en est peut-être l'un des exemples les plus parlants. En d'autres termes, on est quand même relativement loin du sexbook d'il y a quelques années. Et après quelques singles pour des films comme Time Stood dans The Next Best Thing ou encore Beautiful Strangers dans Austin Power, ce morceau qui d'ailleurs lui a valu un nouveau Grammy Award, ça ne fait pas de mal, Madonna va quand même sortir un 8ème album en septembre 2000. Ce projet, issu d'une collaboration entre Madonna et le producteur français Mirwais, continue de surfer sur une vibe bien électro à l'image de son précédent projet. Les critiques musicales et le public apprécient ce nouvel album et il se propulsera à la première place des charts dans plus de 20 pays à travers le monde. Il se place également à la tête du classement américain Billboard et cela faisait plus de 10 ans que Madonna n'avait plus atteint son trône. Pour ce qui est des dramas, il y en a pas. Mis à part, il y a le clip de What It Feels Like for a Girl qui a été censuré par des chaînes TV. Pourquoi ? Parce qu'on y voit Madonna commettre des crimes et des actes de vandalisme au volant d'une voiture avec une mamie à ses côtés. Je suis désolé, y a rien de choquant. Quand tu compares aux années d'avant, où encore aujourd'hui il y a des trucs qui ont mal vieilli, c'est un clip quoi. Il serait choqué de ce qui sort à notre époque. L'année 2000 se poursuit tranquillement et Madonna donne naissance à son 2e enfant, issu de son 2e mariage avec le réalisateur Guy Ritchie. Les deux époux vont s'installer en Angleterre et travailler ensemble sur le film Swept Away, qui fut un échec commercial et critique. Ça arrive. L'ambiance à la maison, elle devait pas être ouf, mais c'est pas grave, merci d'avoir des échecs, merci de rester humain de temps en temps. Quand quelqu'un il est comme ça tout le temps et qu'il a pas trop de creux, moi je trouve l'histoire moins impactante et moins forte. Mais bon, c'est Madonna, c'est une légende. Et la vie continue, il est temps pour Madonna de remonter sur scène et d'entamer sa première tournée mondiale après 8 ans d'absence. Cette nouvelle tournée deviendra la tournée la plus rentable de l'année avec 75 millions de dollars générés pour 47 dates à guichet fermé. Elle va également sortir une nouvelle compilation de ses plus grands hits et en vendre la bagatelle de 7 millions. Même si la plupart des films dans lesquels elle joue flop un peu, elle a toujours l'astuce sur le côté où elle se permet d'être très expérimentale, de faire de la merde ou de tenter des projets qui tant pis sont pas bien. Elle a quand même des bagages à côté. Avançons jusqu'en 2003, Madonna elle a une carrière de fou furieux, j'ai l'impression de faire que énoncer des choses, mais la meuf c'est juste jamais arrêtée. 9e album. There is no comprehension. There is real isolation. Tried to stay on top. I tried to play the part, but somehow I forgot just what I did it for. American Life, un album basé sur ses observations de la société américaine. Le clip de ce dernier va provoquer, tenez-vous bien, une polémique, un drama ou une controverse. Une controverse, en raison de sa violence et de ses images anti-guerre. Pour rappel, 2003 est marqué par un contexte politique très tendu avec l'invasion de l'Irak par les États-Unis suite aux attentats du 11 septembre. Madonna, s'étant opposée à cette guerre, va décider de choquer le public avec ce clip et de montrer les horreurs qu'une guerre peut provoquer. L'album devient donc politique et les partisans de George Bush à l'époque vont appeler à boycotter et l'artiste et l'album. Et face à cette situation, si vous pensez que Madonna n'a pas de limite, c'est la première fois de sa carrière qu'elle va calmer le jeu et qu'elle va se censurer d'elle-même. Et quand je vous dis qu'elle se censure, c'est qu'elle demande, elle, à retirer son clip des
les plateformes de diffusion. In fine, son album American Life sera, en tout cas pour l'époque, son album ayant le moins vendu. Mais ce qui va proposer davantage de réactions, c'est sa fameuse performance au MTV Music Awards, où elle va embrasser Britney Spears et Christina Aguilera. C'est un moment de pop culture énorme. Souvenez-vous de la transition sur la tête de Justin Timberlake, c'est encore très drôle, la prod savait très bien ce qu'il faisait. Ces images vont faire le tour du monde et faire beaucoup parler, et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu le côté provocatrice de Madonna, et il faut bien l'avouer que ça lui va si bien. Après tout ça, elle re-rentre dans un jeu de provocatrice, etc. Et elle annonce vouloir sortir plusieurs livres. Donc là, tous les médias se frottent les mains. Ils sont là en mode putain, Sexbook 2, hein. On arrive fin 2003 et tout le monde s'attend à une nouvelle polémique. Tout le monde est sur ses côtes. Mais personne ne s'attendait à ça, mais Madonna annonce sortir 2 livres pour enfants qu'elle a écrits elle-même. Les médias déçus. Et Sexbook 2... Et vous savez quoi, il y a une belle morale. On aurait pu s'attendre à un flop. Des livres pour enfants écrits par la reine de la provocation, mais non, pas du tout. Le premier à être publié va même devenir le livre d'images pour enfants le plus vendu de tous les temps à cette époque. Je me devais de raconter cette anecdote parce que la meuf qui a vendu un sexbook quelques années avant a aussi eu le record du livre pour enfants le plus vendu, le même humain. Je trouve ça génial, et la belle morale c'est que elle est grave investie. Elle fait pas que ça en mode elle calcule pour essayer de redorer son image ou quoi que ce soit, elle est juste vraie. Et ça c'est inspirant, parce que ça inspire juste les gens à être eux-mêmes. Dites-vous une chose, elle va publier plus d'une vingtaine de livres pour enfants, et elle a reversé l'intégralité de la somme qu'elle a récoltée avec ses livres à une association pour les enfants. Et ça, c'est classe. Après une nouvelle tournée mondiale, des prestations à des concerts caritatifs, notamment celui en soutien aux victimes du tsunami de 2004, la reine de la pop s'apprête à passer un nouveau cap. Après avoir réussi à apaiser les polémiques et éviter la potentielle fin de carrière que de nombreuses personnes avaient déjà actée, Madonna va faire face à une nouvelle vague de concurrence dans le domaine de la pop. Elle est contrainte de se renouveler une fois de plus pour tenter de perdurer encore et toujours. Parce que le secret des légendes, c'est de durer dans le temps, et elle, son envie, c'est rester reine. On arrive déjà à son 10e album. Il est au chaud, il est dans le four, et il est structuré comme un DJ set. Madonna dévoile en 2005 un album qui va enflammer les clubs et faire danser des millions de personnes. Confessions on a Dance Floor. Madonna est revenue à la source de sa réussite et nous propose un album purement pop, dynamique et orienté sur la danse et l'amusement. Quand elle joue sur son terrain, elle est intouchable. L'album va remporter un Grammy Award pour le meilleur album Electro-Dance et initiera la tournée la plus rentable pour une artiste féminine à cette époque. Tout va bien pour elle, du coup qu'est-ce qui peut bien se passer? Vu que c'est un carton qui prône juste l'amusement et la danse, Madonna va donc ajouter des symboles liés à la religion à son show. Et donc elle va s'attirer des problèmes avec l'église orthodoxe, des communautés juives, mais aussi, encore et toujours, le pape en personne qui fera une demande pour l'exclure de la communauté chrétienne. Voilà. Ah oui, elle a aussi eu des menaces d'enlèvement par la mafia russe, ça doit être cool de vivre dans sa tête. La tournée se déroulera normalement, et elle justifiera ses mises en scène par une volonté de sensibiliser le grand public aux conséquences de la pandémie de sida en Afrique. Ok, la raison est noble, mais on est obligé du coup de mettre en scène le Christ crucifié au milieu de tout ça. Elle aurait pu éviter une nouvelle polémique, mais au moins le truc qu'il faut se dire et qui est cool, c'est que ça a mis en lumière évidemment le combat contre le sida. Bon, je suis d'accord qu'elle vient de nous enseigner qu'il n'y a pas de mauvais buzz, enfin bon, ce qui est évitable, autant l'éviter, non La tournée Confessions rassemblera plus de 1,2 million de spectateurs pour près de 194 millions de recettes. C'est juste un record pour une artiste féminine. Au même moment, la Fédération internationale de l'industrie phonographique annonce officiellement que Madonna fait dorénavant partie d'un groupe d'artistes très restreint en ayant dépassé les 200 millions d'albums vendus à travers le monde. Je vous l'écris, 200 millions. Et encore, presque les chiffres y datent. En parallèle de cette tournée, Madonna va fonder une nouvelle organisation caritative en 2006, Raising Malawi, et aura pour but de financer des orphelinats, des hôpitaux et des voyages. En bref, soutenir et améliorer la vie des Malawites. Mais lors d'un de ces voyages au Malawi, une nouvelle polémique va naître. J'en peux plus. Sa carrière, c'est polémique, succès. Succès, polémique, polémique, succès. Record, polémique, polémique, polémique. Madonna et son mari vont prendre la décision d'adopter un jeune garçon du nom de David Banda. Le truc, c'est que la loi exige que les futurs parents résident pendant 1 an minimum au Malawi avant de pouvoir faire l'adoption. Chose que Madonna n'a jamais faite. Elle est donc soupçonnée d'avoir acheté l'enfant. A minima, on l'accuse d'avoir joué de son influence pour contourner les lois. Des plaintes vont être déposées et le père biologique de David se rangera du côté de Madonna. Au final, le procès donnera raison à l'artiste et l'adoption sera officialisée 2 ans plus tard. Restons en 2008. Pour la première fois de sa vie, Madonna va réaliser et publier son premier film, Fleece and Wisdom. Avec ce film, elle ajoute une nouvelle corde à son arc en passant derrière la caméra. Le film n'a pas été un énorme succès, les critiques sont pas top, bref, c'est un petit flop, mais comme à chaque flop dans sa carrière, Madonna va préparer du lourd pour la suite, histoire de rappeler à tout le monde qui elle est
Et tout commence avec la signature d'un nouveau contrat avec Live Nation et le label Interscope Records. Live Nation, pour la faire courte, c'est un label qui travaille avec énormément de noms. Lady Gaga, Jay-Z, Shakira, Drake, qui tu veux, enfin bref. Et l'idée derrière la tête de Madonna, c'est que ce contrat va lui permettre de collaborer avec des jeunes artistes qui sont très prometteurs pour pouvoir toujours maintenir une espèce d'image un peu cool et qui vont donner naissance à son 11e album. Pour ce nouvel album, Madonna a laissé les rênes aux jeunes. Doja, Timberlake, Timbaland, les Neptunes. Ils ont tous montré l'étendue de leur potentiel à travers ce projet et ont réussi à moderniser Madonna. C'est la première fois de sa carrière qu'elle réalise autant de featuring sur un de ses projets et c'est juste une énorme réussite. L'album va figurer en tête des charts dans près de 37 pays. Et là, dites-vous les amis, qu'elle est à l'aube de la cinquantaine. Elle a régné sur l'industrie toute sa vie. Et donc elle arrive encore à accroître sa popularité. Alors il y a plein de gens qui l'ont vue comme une arriviste, tu vois, qui voulait exploiter le marché urbain, mais la polémique va vite mourir dans l'œuf, parce qu'il n'en est pas. Alors si vous avez bien suivi, vous vous souvenez de sa tournée qui avait rapporté 194 millions de dollars. La tournée qui va suivre cet album va en rapporter 408 millions. Juste la tournée. C'était déjà le record pour une artiste féminine, elle l'a juste doublé. Côté vie privée, et toujours en 2008, Madonna va divorcer avec le réalisateur Guy Ritchie. Peu de temps après, la reine de la pop va vouloir adopter un nouvel enfant malawite, mais la haute cour du pays va rejeter sa demande car Madonna ne respecte toujours pas la loi stipulant qu'il faut avoir habité un an au Malawi pour prétendre à adopter un enfant. Après une énième bataille juridique, Madonna obtient quand même raison. C'est fou de prendre du recul et de se rendre compte que la meuf a toujours dit « c'est moi qui gère, c'est moi qui commande ». Les lois te l'empêchent de le faire, mais elle gagne quand même. Comment elle fait ? Pourquoi ce pouvoir ? C'est une dinguerie. Elle accueille un petit nouveau dans la famille qui s'appelle Mercy James. Une année passe et vous connaissez le roulement et la recette, Madonna sort une nouvelle compilation cette fois. Celebration, reprenant ses plus grands tubes sous l'ère du label Warner Bros. En 2009, ça marque aussi la disparition d'un des plus grands artistes de sa génération, Michael Jackson. Lui qui était connu comme le roi de la pop, elle l'était pour la reine de la pop, et elle va donc lui rendre hommage en tenant un discours retraçant sa relation avec lui et l'impact qu'il a eu sur la scène musicale lors des MTV Music Awards de cette même année. In a desperate attempt to hold on to his memory, I went on the internet to watch old clips of him dancing and singing on TV and on stage. And I thought, my God, he was so unique, so original, so rare. And there will never be anyone like him again. He was a king. Madonna clôture les années 2000 en étant l'artiste ayant le plus vendu de la décennie, mais aussi en étant l'artiste la plus suivie en tournée avec plus de 6 millions de personnes qui sont venues la voir. Gain total de cette nouvelle tournée, 800 millions de dollars. Record. Vas-y, c'est bon là. En fait, ça y est. C'est pour ça que je vous dis, les artistes comme ça, ils roulent sur tout. On manque de... Putain, il y a un gouffre là. C'est juste... C'est la patronne depuis le début jusqu'à là. À 52 ans, Madonna est indémodable. Sa musique traverse les époques et les styles différents sans jamais connaître de réel flop. Malgré la concurrence initiée par des artistes pop beaucoup plus jeunes, elle a réussi à maintenir une certaine attractivité et une certaine modernité dans sa musique. Elle est donc sur son trône, personne la dérange, il y a personne qui arrive à sa cheville, et elle va entamer une nouvelle décennie avec une petite idée en tête. Après avoir lancé une marque de vêtements aux côtés de sa fille et une chaîne de salles de fitness, Madonna entame l'année 2011 en divulguant son nouveau film, cette fois-ci biographique, Wallis et Edward. Et bon, même en tant que réalisatrice, le film ne marchera pas comme espéré. Elle a vraiment persisté dans le monde du cinéma, mais quand ça veut pas, ça veut juste pas. Elle obtiendra tout de même un Golden Globes pour sa musique Masterpiece qu'elle a écrite pour ce film. L'année 2012, elle va être marquée par le retour de Madonna sur scène, et pas n'importe laquelle. La reine de la pop est invitée à être l'artiste phare du Super Bowl de Indianapolis. Ce show, à ce moment-là, est devenu le spectacle le plus regardé de l'histoire de l'événement, avec 114 millions de téléspectateurs. Et dites-vous qu'à l'époque, c'est plus que le match en lui-même. J'ai fait une vidéo sur le Super Bowl aussi, si jamais ça vous intéresse de creuser tout ça. Et lors de cet événement, Madonna va en profiter pour teaser son prochain album qui sortira quelques semaines plus tard.
Avec ce projet, Madonna retourne vers une musicalité plus pop, électro et s'entoure de producteurs experts dans le domaine. William Orbit, qui était déjà présent sur son album Ray of Light, Mika, Martin Solveig ou encore Benny Benassi, mais à l'image de son album précédent, elle va à nouveau faire confiance à la jeunesse et intégrer des featuring avec des artistes comme Mia, Nicki Minaj ou encore LMFAO. Et donc, après une prestation au Super Bowl et un retour un peu aux sources de Madonna dans son style de prédilection, l'album n'a pas eu le succès espéré. Après, remettons-nous dans le contexte, là on parle de plus de 30 ans de règne. T'as même pas 30 ans, ça se trouve. Ça arrive de faire moins bien, c'est normal. Enfin bon, Madonna va quand même s'engager dans une énième et une nouvelle tournée qui, elle, va beaucoup marcher, pour le coup. Ça va être une réussite commerciale, mais aussi le retour d'une reine de la pop un peu provocatrice. Pendant le MDNA Tour, Madonna va intégrer à ses concerts des scènes de violence, des armes à feu, de la nudité et une position politique. Son attitude va être critiquée, comme lors de son concert à l'Olympia où elle arrive 45 minutes en retard, elle reste 45 minutes sur scène, et puis elle se casse. D'ailleurs, tant qu'on parle de la France, elle va également faire un concert au Stade de France, et pendant sa prestation, elle va diffuser des images de Marine Le Pen avec une croix gammée sur le front. Très subliminal mais très rapide, cette anecdote est juste là pour nous apprendre que Madonna sait qui est Marine Le Pen. Autre fait beaucoup plus marquant, elle prend position en soutenant plusieurs activistes engagés dans le droit des femmes qui sont réprimées dans leur pays, comme les Pussy Riot. Elle condamnera également la tentative d'assassinat de Malala Yousafzai, un symbole de la lutte pour l'éducation des femmes au Pakistan, mais aussi la violation des droits LGBT en Russie. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Madonna, c'est pas une meuf lisse qui ne s'affirme pas, c'est pas sa strate. En 2013 et 2014, Madonna fait quelques apparitions à chaque fois et y intègre un message de militantisme. Lors d'une remise de prix au GLAAD Media Awards, elle monte sur scène avec une tenue de scout pour dénoncer l'attitude de l'organisation Boy Scout of America qui refuse d'intégrer des homosexuels dans leur rang. Cette même année, elle va divulguer sur BitTorrent le court-métrage Secret Project Revolution pour défendre les droits de l'homme. Avec ce court-métrage, elle lance l'initiative Art for Freedom qui contribue à promouvoir l'art et la liberté d'expression comme moyen pour lutter contre la persécution et l'injustice dans le monde. Et puis c'est fou comme le temps passe vite, on arrive déjà en 2015, et en 2015, 3 mois après la fuite de certains de ses morceaux, elle dévoile encore un nouvel album, Rebel Earth. Pour cet album, Madonna s'est entourée d'artistes phares de la décennie, comme Avicii, Diplo ou encore Kanye West. À travers ce projet, on ressent une réelle réflexion personnelle et une introspection de Madonna vis-à-vis de sa carrière. Les critiques musicaux accueillent positivement l'album, mais le public, pas trop, ils suivent pas tant que ça. Elle va faire 1 million de ventes. À l'échelle de ce que Madonna a fait et de ce qu'elle a pu faire, c'est l'album le moins bien vendu de sa carrière. C'est un peu un flop pour elle. Et c'est dommage, dans cet album, il y a quand même un feat avec Mike Tyson. Madonna Mike Tyson, quoi. Non, en vrai, sans faire de blague et avec un peu de recul, il y a des morceaux comme Bitch I'm Madonna. À la réécoute, tu te dis ah putain, c'est marrant, il y a presque une approche hyper pop. Et on parle de 2015, ce qui est pas loin du courant, donc c'est qu'en fait, elle a toujours été très in et très au courant de ce qui se passe. Et ça vieillit différemment, quoi. Même si le public à l'époque n'a pas trop suivi, c'est intéressant à constater. Alors peut-être que vous vous souvenez de ça, mais c'est lors de la promotion de son album au Brit Awards que Madonna va subir une chute accidentelle pendant un live et que ses images vont faire le tour du monde et elle va juste se faire tailler par la terre entière sur les réseaux sociaux. On peut rajouter une petite parenthèse que c'est à cette même période où elle embrasse Drake à son concert à Coachella. Elle répondra aux critiques vis-à-vis de ça sur son compte Insta. Si tu ne m'aimes pas, mais que tu continues de regarder ce que je fais, tu es une fan, salope. Voilà, le message est clair. Et puis voilà quoi, Madonna va entamer une tournée mondiale. Cette série de spectacles va rencontrer moins de succès que les précédents, mais Madonna en profitera pour continuer à militer. Elle porte sur ses épaules le drapeau de Hong Kong et celui de Taïwan, ce qui lui a valu une vague de protestation du peuple chinois. Elle profitera de cette tournée pour rendre des hommages, comme pour les attentats de Paris, où elle ira elle-même se rendre sur la place de la République après son concert pour y interpréter entre autres Imagine de John Lennon et Like a Prayer. Bon, il y a aussi eu des dérapages où elle arrivait à des concerts avec beaucoup de retard, ou alors on la voyait genre ivre en concert, donc du coup c'était très critiqué. Il y a aussi une histoire où elle a tiré sur le bustier d'une jeune femme, un peu comme Timberlake et Janet Jackson. Alors on pourrait dire c'est pas grave, seul petit souci, c'était une meuf mineure quoi, qui avait 17 ans, donc relou. Le fameux de cette histoire, c'est que Madonna s'est excusée auprès de cette fille, etc., de lui avoir fait subir ça, et en revanche elle lui a proposé de lui faire pareil. Madonna. Après la fin du Rebel Earth Tour, la reine de la pop va être nommée femme de l'année lors des Billboard Awards de 2016. Ce dont il faut retenir de cette soirée, c'est surtout son discours direct et brutalement honnête sur l'agisme et sur la place de la femme dans la société. Do not age, because to age is a sin. You will be criticized, you will be vilified, and you will definitely not be played on the radio. People say that I'm so controversial, but I think the most controversial thing I have ever done
is to stick around. Si vous avez un peu de temps devant vous et que vous êtes curieux, je vous invite à écouter ce discours en entier. Elle revient sur plein d'éléments de sa carrière, etc. Et elle le fait avec pas mal d'émotions, et elle revient sur certains points polémiques. C'est intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que l'essence même de sa personnalité se distingue dans cette prise de parole entre provocation, militantisme et sincérité. Le mois suivant, Madonna soutient activement Hillary Clinton lors de l'élection présidentielle américaine de 2016. Elle est bouleversée par la victoire de Trump, elle va prendre parti contre ses idées, et elle va participer à la marche des femmes à Washington un jour après son investiture. Elle a même menacé de faire exploser la Maison Blanche. Quand on vous parle de militantisme, c'est peut-être l'artiste la plus engagée de tous les temps. C'est pour ça que j'insiste sur toutes les causes et tous les combats qu'elle mène et tout ce qu'elle a mis en lumière à travers sa notoriété. Et surtout, c'est pas juste elle proteste. Elle dit Trump, je vais exploser la Maison Blanche en fait. Mais enfin bon, vous m'avez compris, Madonna prend de l'âge. À un moment donné, c'est juste normal, mais sa musique prend moins d'engouement. Ses tournées également subissent le même sort, mais c'est pas pour autant que Madonna disparaît. Aujourd'hui, Madonna chante et danse surtout pour elle et pour les fans qui l'ont toujours soutenue depuis des années et des années. Elle continue de parcourir le monde en s'exprimant sur les combats qui lui sont chers, comme le féminisme, la lutte pour les droits LGBT et la prévention du sida. Mais Madonna n'en a pas fini avec sa carrière, c'est juste que ça prend une autre tournure. Et elle quitte les États-Unis pour venir vivre au Portugal. Après avoir adopté 2 jumelles malawites, la famille s'agrandit et s'envole pour le Portugal afin de suivre au plus près la carrière de footballeur qu'entreprend son fils David au sein du club Benfica à Lisbonne. Madonna va se consacrer à sa nouvelle gamme de produits cosmétiques et puis voilà. 3 années s'écoulent, on est en 2019, Madonna ressort un album. Je sais pas si on se rend compte de l'héritage, mais c'est son 14e album et c'est Madame X. Dans cet album, elle s'inspire de toutes sortes de sonorités à travers le monde, le Portugal, le Brésil, la Colombie, le Maroc, etc. et nous propose un projet audacieux et différent de tout ce qu'elle a pu faire jusqu'à maintenant. La reine de la pop va retrouver le goût d'être numéro 1. Cet album devient son 9e projet à se hisser en tête du classement Billboard. Et oui, alors si vous avez suivi et que vous êtes là encore là, le nom de Madame X vous rappelle peut-être quelque chose. C'est le surnom que lui avait donné Martha Graham, sa première prof de danse, quand elle était à New York. C'est toujours chouette de relever ce genre de détails, t'as toujours l'impression qu'il y a une boucle qui se boucle, et ça crée des jolies histoires. La tournée qui va suivre ce projet sera annulée, en raison de la fameuse pandémie dont on ne doit plus dire le nom. Madonna a soutenu financièrement la fondation de Bill et de Melinda Gates, où elle a fait un don d'1 million d'euros à la fondation, dans l'objectif de financer la recherche du vaccin. Et puis voilà quoi, on avance dans le temps, on arrive bientôt à aujourd'hui. En 2023, elle annonce le Celebration Tour. C'est une tournée sur tous ses plus grands succès. C'est un espèce de show condensé, un show best-of. Aux dernières news, elle apparaît à 3 reprises sur le nouvel album de Christine and the Queen, et elle collabora également sur le single Popular avec The Weeknd et Playboi Carti. Alors que le Celebration Tour est censé débuter dans quelques jours, Madonna est retrouvée inconsciente dans son appartement à New York le 24 juin 2023. Suite à une infection bactérienne très grave, Madonna passera 5 jours à l'hôpital et sera même plongée dans un coma artificiel au cours de son hospitalisation. Aujourd'hui, Madonna va mieux, elle a fini sa tournée en début d'année, en janvier 2024, et là apparemment elle bosse sur son biopic qui va retracer l'entièreté de sa carrière. Voilà. J'ai volé son taf. Ah oui, alors attendez, on peut refaire une petite parenthèse. Vous vous souvenez de la fameuse pub Pepsi avec Like a Prayer qui avait été censurée? Le 12 septembre 2023, cette publicité est enfin diffusée dans son intégralité à la télévision lors de la pause publicitaire des MTV Music Awards. Je vous raconte ça un peu sorti de nulle part, cet événement peut sembler anodin, mais en réalité, c'est une vraie victoire pour Madonna. Peu importe les images présentes dans cette pub, elle est aujourd'hui acceptée et sans aucune censure. Et cette anecdote témoigne juste du changement de mentalité entre les années 80 et aujourd'hui. Et c'est très cool à relever avant de faire une conclusion parce que cette pub reflète surtout l'intégrité d'artiste inébranlable de Madonna. Et ce qu'elle a apporté et ce que son parcours a apporté, c'est une énorme source d'inspiration pour toute la nouvelle génération d'artistes qu'on connaît et de tous ceux qui lui succèdent, entre guillemets, tu vois. On a passé en revue tout un tas d'histoires différentes sur cette chaîne et je trouve que celle de Madonna a un goût différent. Madonna, elle était pourvue d'un très fort caractère avec un besoin constant de tout contrôler, mais il y a presque une morale de c'est avant tout grâce à sa confiance en elle, à sa détermination, à ses ambitions qui étaient toujours trop grande, qu'elle possède aujourd'hui
l'une des carrières et l'un des héritages les plus grands de l'histoire de la musique. Et même après avoir documenté un peu sa vie pour essayer de le comprendre, il y a quand même encore ce truc un petit peu inexplicable qui entoure Madonna. Elle s'est hissée du rang d'inconnu à celui d'icône mondiale en l'espace de 4 années. L'overdose médiatique, ça impacte un grand nombre d'artistes, on le sait, on l'a vu d'innombrables fois, mais Madonna, elle, ne l'a pas subi. Elle savait que c'était l'une des étapes pour accomplir son rêve de devenir qui elle voulait, et du coup elle s'en est servie pour rester elle-même jusqu'au bout. Sa carrière est remplie de controverses, et quand on s'y penche un peu, on remarque que chacune d'entre elles avait comme prétention d'amener soit une remise en question, soit d'ouvrir les esprits, ou soit de rendre ce monde, à minima, moins discriminatoire. Pour Madonna, l'art est le meilleur moyen de faire passer un message, et un artiste se doit de choquer le public pour que le message marque les esprits. C'est facile de le critiquer, mais en l'état, elle nous a prouvé que c'était efficace. Si on considère que Elvis Presley est devenu la première idole mondiale de la musique, que les Beatles sont devenus le premier groupe à atteindre ce même titre, Madonna a quant à elle réussi à devenir la première femme de cette catégorie. Sa carrière en particulier a ouvert les portes à tout un tas d'artistes féminines, Britney Spears, Beyoncé, Lady Gaga, etc. La liste est interminable, et pourtant elles ont tout en commun d'avoir comme inspiration la reine de la pop. Elle a brisé tout un tas de barrières qui a permis à de futurs artistes d'aujourd'hui de s'exprimer juste librement. Et je pense qu'un auditeur de musique est juste quelqu'un qui consomme de l'art, s'il doit militer de son côté pour quelque chose, c'est de militer pour cette liberté que les artistes ont et auront. Parce que si on leur enlève, l'art n'a plus de sens. C'est un peu bateau ce que je raconte, mais si c'est acquis pour toi, tant mieux, peut-être pas pour tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, Madonna, c'est 45 ans de carrière avec plus de 400 millions d'albums et de singles vendus à travers le monde. Elle va sûrement être dépassée à l'avenir par des artistes comme Taylor Swift qui font que battre des records, mais actuellement, c'est juste l'artiste féminine la plus vendue de tous les temps, avec l'une des carrières les plus florissantes sur la durée. Et en termes d'impact et d'influence, il est clair qu'elle est hors catégorie. En mai dernier, elle a une fois de plus marqué l'histoire de la musique à l'âge de 65 ans en réunissant plus de 1,6 million de personnes à son concert à Rio. C'est juste énorme. Et tout ça, toute cette carrière jusqu'à maintenant, jusqu'à ce record, elle l'a fait en restant engagée, en restant fidèle à qui elle était. Elle n'a jamais bougé ses curseurs. En tout cas, une chose est sûre, sa carrière a bel et bien dépassé ses rêves de jeune fille. Ce qui est sûr, c'est que sa musique, ainsi que son impact social, resteront quant à eux pour toujours. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. C'est moins une success story qu'on a l'habitude de voir. Ça sort peut-être un peu des cases, ça peut être beaucoup plus critiquable, mais ça n'en est pas moins intéressant. Donc je vous demande de respecter ça aussi, tu vois. Je ne pouvais pas faire Madonna un jour. Ça fait partie des grands noms qu'on a envie de feuilleter, de documenter, de comprendre. En tout cas, moi ça m'a plu de m'y intéresser, de m'y pencher un peu plus. J'ai redécouvert pas mal de choses. Je vous propose de vous abonner, un petit commentaire, un petit quelque chose. Vous pouvez me faire n'importe quel retour, ça me fait toujours plaisir. Il y a mes réseaux sociaux en description. Merci au sponsor de cette vidéo. Pour rappel, il y a un petit lien en description. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quoi vous souhaiter, à part de kiffer la musique et vive l'art, parce que c'est vraiment chouette. Salut!